Bienvenue sur D'homme à homme. Dans ce podcast, je donne la parole à des hommes qui, de leur sensibilité, s'expriment dans le monde d'aujourd'hui. Je m'appelle Loïc Gernot et 2 fois par mois, je vous invite à la rencontre de personnalités inspirantes qui nous amènent à porter un nouveau regard sur le masculin. C'est quoi la vulnérabilité ? C'est quoi être vulnérable ? Et au-delà du mot, de sa signification, comment la vit-on ? Comment en fait-on l'expérience ? Jean-Philippe de Tonac, à travers son livre « Éloge de la vulnérabilité des hommes », nous partage le parcours de 14 êtres qui sont entrés en relation avec leur vulnérabilité. On y découvre de façon intime leurs épreuves, leurs blessures, leurs failles, leurs doutes, ainsi que les démarches et les pratiques qui les ont aidés à se mettre sur leur chemin de guérison. Avec Jean-Philippe, on échange sur ces témoignages, sur ces 14 histoires d'hommes, sur la genèse de ce livre et comment se sont faites les rencontres, sur ce qui s'est joué et quelle influence cela a eu sur les acteurs comme sur l'écrivain. Bonne écoute. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour à toi. Merci d'être là. Merci pour ce premier épisode de cette deuxième saison d'Homme à Homme. On aurait dû faire cet épisode il y a quelques mois. La vie a fait que. Et je suis très content de t'avoir pour justement débuter cette nouvelle saison. Comment j'ai un petit rituel à chaque fois, c'est de demander à la personne que j'invite, que j'accueille, comment elle se sent, quelle est sa météo du moment et comment dans quel état elle va nous partager un peu tout ce que tu vas nous partager dans l'heure à venir. Oui, eh bien, je crois on ne peut mieux. C'est vrai, c'est une espèce d'accomplissement, ce moment de ma vie après un parcours assez compliqué, difficile, une incarnation complexe et une volonté de ma part vraiment depuis l'adolescence de me guérir. On reviendra peut-être sur ce mot, mais il est riche et complexe. Il faut s'entendre sur sa définition. Et je parviens là dans des années de paix où tout est tellement facile alors que tout a été tellement compliqué. C'est une jouissance de réaliser que ce qui était impossible devient possible, devient plaisir, devient joie. Donc là, je suis vraiment aux anges. Voilà. Merci pour ces mots qui vibrent, c'est chouette. Moi, je sens que ça fait longtemps que l'été est passé. Je me sens un peu rouillé. Il y a un peu d'appréhension de reprendre ces interviews, mais un plaisir aussi. Donc, merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Tu parlais justement de définition. On est là pour parler notamment de ton livre L'éloge de la vulnérabilité des hommes. La vulnérabilité, c'est un peu j'ai l'impression que chaque année dans le monde du spirituel, du développement personnel, etc., qu'il y a un mot à la mode. J'ai l'impression que c'est le mot à la mode de cette année, comme avant il y a eu lâcher prise, bienveillance, etc. Et j'ai l'impression du coup qu'on en perd le sens. Et moi, je sais que j'ai lu Le pouvoir de la vulnérabilité de Brené Brown, qui définit la vulnérabilité comme s'ouvrir aux émotions, aux risques, à l'incertitude. Et Frank Lovell, lui, est défini comme donner des éléments à l'autre pour que potentiellement l'autre puisse s'en servir contre nous. Moi, j'avais envie de savoir comment toi, tu définis la vulnérabilité. Bon, je fais une réponse un petit peu personnelle, forcément. Et ben, c'est un paradoxe, mais moi j'ai une pensée très paradoxale, très contradictoire. J'ai toujours ressenti en moi une force immense, me permettant de résoudre tous les problèmes, de franchir les épreuves et donc de guérir, et en même temps une fragilité abyssale, capable d'être emportée par le premier sursaut du vent.
c'est un peu ça que j'habite, c'est cette double incertitude, certitude. Je pense vraiment que je peux mourir tout à l'heure, glisser, perdre la face. Enfin, il y a plusieurs façons de mourir. Et puis de l'autre côté, il y a vraiment cette force, presque une invulnérabilité. et c'est vraiment deux sœurs siamoises, quoi. La fragilité et la force. C'est tout un. Et ça reste tout un. Donc ces deux sœurs ont évolué, ont grandi, etc. Mais elles sont toujours dans une espèce de relation d'intimité et de fécondité. Donc je mourrai pour le coup un jour vulnérable et fort. Merci. Et j'entends une dualité dans ce que tu exprimes, dans ce côté et une vulnérabilité et une force. Alors c'est une dualité qui est, on peut entendre la dualité comme une espèce de neutralisation d'empêchement. Pour moi, c'est ce couple qui fait élan, qui fait mouvement. C'est-à-dire que si je n'étais que force, je serais un être insupportable. Si je n'étais que fragilité, je serais un être insupportable, insupporté par lui-même. Mais je suis vraiment cet être fort et qui a ce sentiment de sa mortalité, de sa déchéance, de la fragilité vraiment de l'édifice. Donc ça fonctionne très bien pour moi comme ça. Effectivement, c'était plus ça résonne ce que tu dis et peut-être qu'on y viendra après sur cette harmonie yin-yang, j'aurais envie de dire, sur ces polarités en nous. Pour revenir au livre, quel a été, j'ai envie de dire, l'étincelle, quel est le point de départ de ce livre? Comment il est né? Le point de départ, c'est que un livre précédent était consacré aux guérisseuses. Donc j'avais fait une enquête pour rencontrer des femmes un peu les sorcières de notre temps, pour guérir des blessures que je n'arrivais pas à guérir. Et effectivement, ce pèlerinage, ce voyage m'a apporté des enrichissements incomparables. Et en même temps, au moment de faire la promotion du livre, c'est un livre qui a eu un assez gros succès, donc j'ai fait énormément de conférences et chaque fois la question revenait, mais est-ce qu'il n'existe pas des guérisseurs? Et alors évidemment qu'il existe des guérisseurs. Je répondais, et j'étais pas très fier de ma réponse, je répondais que j'avais voulu m'intéresser au féminin, aux sorcières, peut-être pour réparer le mal qu'on avait fait à ces femmes, qu'on avait quand même brûlées. Ça s'est passé chez nous. On a brûlé des femmes simplement parce qu'elles guérissaient avec des remèdes qui devaient remonter à avant la chrétienté. Donc peut-être des chamans cachés dans nos campagnes que les gens venaient voir pour mettre au monde un enfant, pour réparer, pour grandir, etc. Alors c'était ma réponse, mais je l'ai trouvée très insuffisante, ma réponse. Et j'ai bien compris, et je le savais depuis longtemps, que j'avais une difficulté avec mon masculin et que j'avais même une certaine détestation de l'homme tel que je l'avais croisé tout au long de mon parcours. Et je m'englobe, hein. Tout en étant vraiment un homme, un mâle, un homme, un hétérosexuel, un homme qui aime les femmes, enfin un mâle classique, quoi, assez lambda. Et en même temps, cette détestation d'une société patriarcale, des modèles du masculin qu'elle nous imposait, une espèce de sentiment d'un masculin étriqué, rabougri, alors que je sentais que l'homme avait cette aptitude à s'accomplir, à s'élargir, à devenir un dieu, un dieu sur terre. Et là, on voyait vraiment des robots masculins
agi par leur testostérone, par leurs misérables ambitions. Enfin, ça n'allait pas, quoi. Donc, en même temps, attaquer un sujet comme celui-là, il faut un peu de courage. Et je crois que j'ai attendu. J'ai un certain âge, j'ai attendu d'être un peu plus solide pour oser le masculin. Mmh. C'est à partir du moment où tu t'es senti justement assez solide pour aller me dire j'y vais, j'ose. Oui, pour rencontrer d'autres hommes aussi. Je craignais beaucoup ces rencontres et puis finalement, ça a été un enchantement parce que j'ai rencontré d'autres masculins qui étaient aussi dans une intranquillité par rapport à leurs conditions masculines. Donc, ça a été vraiment, je crois, très très fécond ces rencontres. Enfin, on va peut-être en reparler plus C'est précisément. Ouais. justement, j'allais y venir. Et comment, donc, dans ton livre, il y a, en plus de ton témoignage à toi, le témoignage de 14 hommes qui sont sur un chemin spirituel, de guérison, de connaissance de soi. Comment il s'est fait ce contact dans ce sens, ou comment les hommes ont eu cette confiance en toi pour se livrer, pour justement entrer en vulnérabilité face à toi pour livrer leur histoire? Alors d'abord, j'ai j'ai activé le réseau comme d'habitude, hein, les amis. J'ai dit que je cherchais donc des hommes bien cassés comme moi, mais qui avaient décidé de se retrousser leurs manches et de se mettre au travail, et non pas de sombrer dans la violence ordinaire, l'alcoolisme ordinaire, les stupéfiants ordinaires, la fuite ordinaire, la réponse du masculin à sa difficulté existentielle. Donc je voulais des hommes un peu courageux, pas des héros, mais des hommes un peu courageux, quoi. Bon, c'est le message que j'ai passé, que j'ai fait passer, et en retour, on m'a proposé des noms, enfin comme ça se passe d'habitude, hein, des téléphones, des mails. Et puis l'enquête commence comme ça. Et puis quand vous avez déjà au téléphone quelqu'un et que vous commencez à échanger, il y a des atomes crochus ou pas, l'envie de se voir. Et voilà, les rencontres se sont organisées de cette manière. Et puis je crois qu'on est tombé amoureux très vite, hein, quand on a commencé à parler, parce qu'on a senti qu'on partageait un petit peu le même voyage. Qu'il y avait beaucoup d'humilité en nous pour comprendre qu'on n'était pas parvenu à grand chose, mais qu'on essayait. C'est ces simples échanges ou cette intention à travers ton livre de vouloir inspirer les hommes à se tourner vers leur intériorité qui a permis à ces hommes de se livrer? Oui, je pense qu'on se flaire un peu de façon animale, hein. On a senti qu'on était vraiment de la même famille, et que l'idée de ce livre les séduisait, en ce sens que ça allait leur permettre, eux, de déposer un témoignage. Tous ces témoignages offriraient aux autres hommes des clés, des outils. On a senti qu'on faisait œuvre utile, je crois. Donc il y a c'est assez étonnant, mais il y a une confiance qui se fait assez vite, réciproque. Celui qui témoigne et celui qui enregistre le témoignage. Au fond, mon casting a été établi très très vite, hein. Il y a eu très peu il y a peut-être 5-6 démarrages d'entretien qui n'ont pas abouti, mais pour les autres, c'était évident. Et par curiosité, t'as passé un jour, quelques jours avec ces hommes? Comment ça s'est passé, ces rencontres un peu plus? Alors comme c'était encore la période des confinements, des empêchements, on a beaucoup, comme là avec toi, on a beaucoup discuté par Zoom, on a fait beaucoup de séances, et chaque fois, il y en a qui sont venus chez moi parce qu'ils pouvaient le faire. Donc à chaque rencontre, on se libérait davantage, on allait plus en profondeur, on osait davantage de confidences. Et puis quand le dépôt était fait, quoi, quand on avait l'impression d'avoir tout mis, ce qui me permettrait à moi de reconstituer un itinéraire, de faire un portrait, on en restait là. Ensuite, j'envoyais le portrait à l'homme en question, il corrigeait pas, on enrichissait, ça s'est passé comme ça. Est-ce qu'il y a eu des mots que certains hommes n'avaient jamais partagés avant dans d'autres espaces
qu'ils t'ont partagé à toi pour ce livre? Ah oui, c'est ça le. J'ai déjà connu cette situation. J'ai publié des livres sur la mort, et la mort, c'est exactement comme le masculin, c'est-à-dire ce sont des sujets tabous. On n'en parle pas, et dès que vous autorisez les gens à en parler, ils sont absolument intarissables. Mmh. Et au fond, les questions que je posais à ces hommes, souvent, c'était la première fois qu'on les leur posait, Mmh. ou qu'on se les posait à lui et à moi. Et par exemple, il y a la déposition d'un thérapeute à Brest qui m'avoue et qui ne l'a jamais avoué de sa vie à personne, qui m'avoue dès le premier entretien avoir été violé à l'âge de 5 ans, et que toute sa trajectoire s'explique par cette violence inaugurale et la réponse qu'il a essayé de construire à partir de là. Il est en larmes, quoi. On est au hall, dans un café, on se connaît pas. On a commandé nos boissons et il est en train de pleurer. Au fond, en me disant oui lors de la prise de rendez-vous, il a déjà en lui le sentiment que c'est cette occasion qui sera l'occasion de mettre cette chose invraisemblable qu'il a sur le cœur et qu'il écrase en partage. Mmh. C'est fou. Oui, c'est touchant. Mmh. Ouais. Donc ça s'est passé assez souvent, hein, ce genre de choses, ouais. Et est-ce qu'il y a un dénominateur commun entre tous ces hommes dans leur parcours? Ouais, je dirais une sensibilité particulière qui leur fait ressentir la condition masculine comme trop étriquée. Dès l'adolescence, au fond, ça va pas. Ça, c'est trop petit. L'habit est trop petit. Ils sont plus grands. Ils veulent autre chose. Ils ne sont pas que ce mâle, ce violeur potentiel, ce prédateur, cet ambitieux. Ils sont bien autre chose. Et dans le regard des femmes qu'ils ont rencontrées ou des hommes qu'ils ont rencontrés, des parents, des enfants, il y a une image qui ne leur plaît pas, une image d'eux-mêmes qui ne leur plaît pas. Ils veulent prouver autre chose. Et le dénominateur commun aussi, c'est l'incroyable énergie déployée pour se transformer. Moi, je fais partie des champions en la matière. J'ai énormément travaillé pour essayer de corriger tout ça. Et je rencontre des hommes qui ont travaillé aussi de la même façon dans des disciplines, dans des arts, dans des techniques, dans des soins différents, mais avec une frénésie incroyable. Et ça me bouleverse. Est-ce qu'il y a aussi justement de ces blessures à guérir? Ça c'est évoqué à travers différents témoignages. Est-ce qu'il y a des schémas on va dire, qui sont culturels, communs? Je pense bien évidemment à la relation au père ou à la mère aussi. Ouais. Qu'est-ce qui se dégage de ce côté-là? Alors bon, pour être un peu caricatural, on est obligé de le faire, hein, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, mais disons que ces hommes insuffisants qui sont partout présents dans ce monde deviennent un jour des pères insuffisants. Et le garçon qui vient, qui est le fils, est le fils d'un père insuffisant. Et c'est une espèce de roue comme ça, de cercle vicieux. Et forcément, la mère qui vit avec un homme insuffisant est obligée de prendre trop de place, d'être trop dévorante, et elle aussi, elle brouille l'image de la femme parce qu'elle est au-delà de ses prérogatives, puisqu'il y a une absence à côté. Que le père soit présent ou absent, il est absent. Il est absent à ses fonctions d'éducateur, d'éveilleur, de guide. Il se dérobe parce qu'il n'a pas résolu ses problèmes. Il est effrayé à l'idée d'avoir à transmettre quelque chose à un enfant alors que lui-même n'a pratiquement rien appris. Donc, dans beaucoup des cas
présenté dans ce livre, il y a la douleur du père manquant. C'est mon cas, mais c'est le cas de beaucoup d'autres masculins. Et oui, j'entends cet équilibre en fait. Cet équilibre relationnel, forcément, s'il y a un vide d'un côté, de l'autre côté, c'est essayer de remplir. Ouais. Est-ce que même si tu as réussi à avoir cette connexion avec ces hommes, et cette confiance, est-ce que tu as quand même senti qu'il y avait des sujets qui pouvaient paraître sensibles, tabous? Alors il y a des sujets douloureux à évoquer. Je pense que par exemple les addictions, quand les hommes doivent avouer des addictions soit guéries, soit pas tout à fait guéries, hein, qui restent prégnantes, c'est pas très confortable. Mmh. On aimerait être un peu le maître chez soi, et avouer une addiction, c'est dire qu'on n'est pas le maître chez soi. On est dominé, on est agi. Donc ça, j'ai senti à plusieurs reprises que ces questions étaient passées mal, et je comprends tout à fait. En même temps, comment faire autrement, hein, pour supporter le poids d'une angoisse qui vient de ce que on vient de nulle part et on va nulle part, et entre les deux, il faut construire un chemin, une existence, que on est très seul pour ça. On est dans une solitude sans fin. Personne ne se l'avoue, mais on est tous dans une solitude sans fin. On fait semblant d'être reliés à nos amis et nos friends sur les réseaux sociaux, mais nous sommes dans une solitude absolue. Personne ne peut nous aider. Et on va voir les thérapeutes parce que personne ne peut nous aider. Et la plupart des thérapeutes sont aussi seuls que nous, donc dans une capacité de nous aider très très limitée. Donc, qui peut supporter cette solitude? Qui peut supporter d'affronter les questions de à quoi sert la vie? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis arrivé dans ce monde? Pourquoi j'ai ces parents, etc. Enfin, Autrefois, les réponses données par la culture religieuse n'étaient peut-être pas satisfaisantes, mais peut-être qu'elles apaisaient d'une certaine façon cette angoisse. Aujourd'hui, il y a pas de sparadrap. Et tu parlais tout à l'heure du cercle des guérisseuses. Est-ce que du coup, tu aurais pu appeler ça le cercle des guérisseurs? Alors, non, parce que les guérisseuses ces femmes que j'ai rencontrées étaient vraiment parvenues à la place qu'elles devaient occuper. Dans le monde chinois, on appelle ça le mandat céleste. Un jour, on sait pourquoi on est venu sur cette terre. C'est le mandat céleste. Et vraiment, ces femmes, à la suite d'un accident d'ailleurs dramatique dans leur parcours de vie, avaient quitté un emploi d'esthéticienne pour devenir médium. Donc dans l'entourage, il y avait là une forme d'incompréhension, et on pensait d'ailleurs que c'était les séquelles de l'accident. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors qu'elles ressentaient au fond d'elles ce sentiment d'être enfin à la bonne place. Les hommes que j'ai rencontrés, c'est pas tout à fait ça. J'ai rencontré des hommes en chemin qui se dirigeaient vers la bonne place. Certains étaient devenus des thérapeutes, étaient en situation de le devenir, mais j'aurais pas appelé ça le cercle des guérisseurs. Le cercle des hommes blessés, des hommes en chemin, le cercle des hommes, je sais pas. Le cercle des hommes, ça suffit. Et justement, du coup, est-ce que tu sens un décalage, j'aurais envie de dire, entre les femmes et les hommes dans ce chemin de connaissance de soi, dans cette guérison? Oui, énorme. Ouais. Ouais, énorme. C'est marrant, c'est que les hommes ont eu l'impression d'encager les femmes, de les mettre au pas, de les enfermer dans une cuisine, de leur confier la garde des enfants. Et en réalité, à 30, 40 ans, 50 ans, on s'aperçoit que celles qui sont libres, ce sont les femmes parce qu'elles ont travaillé, elles ont mis au monde, elles ont appris énormément de choses dans leur parcours de femme, dans leur incarnation de femme, et les hommes à 40, 50 ans n'ont rien appris. C'est eux qui sont ligotés, empêchés, et qui aspirent à beaucoup mieux. Et c'est évident qu'ils peuvent réussir beaucoup mieux, mais il n'y a pas d'outils, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas d'incitation, et la plupart préfèrent encore une fois
les substituts, les substances, les échappatoires, les fuites. C'est pour ça que les hommes qui décident vraiment d'affronter la difficulté d'être homme méritent tout notre respect. Parce que la tâche est immense. Immense. De toi, de ton parcours, en tout cas de cette position de témoin de ces histoires, Oui. Quelle clé justement il y aurait pour se mettre en route? Est-ce que ça, je la pose régulièrement, mais est-ce que ça passe nécessairement par une crise, par un choc, par un événement? Ouais, c'est une question gigantesque là que tu poses parce que tu vois, Jacques Chirac nous dit la maison brûle et nous regardons à côté. C'est une question vertigineuse. Regarde la situation du monde, la nécessité que nous aurions tous d'abandonner la plupart de nos tâches inutiles pour nous mettre au travail, pour sauver la vie. Et regarde le peu que nous accomplissons. Donc c'est un mystère sans fond. Je ne peux pas le résoudre. Je ne sais pas pourquoi les hommes qui souffrent sans réagir. Et le déclic, parce qu'il y a une incroyable accoutumance à la souffrance. Hein. Accident, déboire, perte de la compagne, enfant qui ne vous adresse plus la parole, etc. Donc toutes ces souffrances s'accumulent. Mais jusqu'à quand, jusqu'à quel stade la réaction va venir? Parfois jamais, la plupart du temps jamais. Et cet homme meurt avec son poids de malheur sur le cœur. C'est déroutant. Donc je n'ai pas honnêtement, j'ai pas de ressources en moi pour comprendre cette passivité de notre espèce. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Ça me dépasse. J'entends. Et si tu devais rencontrer là demain un homme qui se pose des questions, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Eh ben, à part de lire ton livre. Je lui conseillerais peut-être de rejoindre un groupe d'hommes, un cercle d'hommes. Je crois que c'est une première étape qui amène une émotion, en tous les cas. C'est ce que j'ai vécu, hein, la rencontre des hommes qui vous ressemblent, sentir qu'on n'est pas tout seul, que le travail est difficile, que l'épreuve d'être homme est difficile. Au fond, si vous mesurez la difficulté, vous allez peut-être, un peu comme un alpiniste, vous armer, vous équiper différemment. Vous allez prendre des pitons, des cordes un peu plus solides. Je crois que la rencontre des hommes en souffrance vous fait mesurer que le chemin est âpre, mais merveilleux, à partir du moment où vous commencez à vous transformer. Donc oui, les groupes d'hommes, j'aurais quelques livres à conseiller. Pas forcément les miens, mais des livres qui, moi, des romans qui m'ont profondément nourri. J'aurais peut-être des thérapeutes aussi à conseiller. Et parmi les hommes que j'ai rencontrés, je recommanderais certains. Après, je serais quand même prudent parce que je sais que c'est difficile. C'est difficile d'aider les hommes. Si l'homme vient à demander, c'est ça. Pour moi, c'est l'enjeu peut-être aujourd'hui. Et oui. C'est ce que en tout cas, qui s'autorise à dire j'ai besoin. C'est un peu l'idée de ce podcast, c'est de ce livre, j'entends. Alors, j'aime pas dire ça, mais est-ce qu'il y a quand même des témoignages qui t'ont particulièrement remué? Pas dans le sens où il y en a un mieux qu'un autre, hein, mais qui... Oui, non, je comprends. Je dirais que ceux que j'ai vraiment conservés ont un pouvoir de bouleversement.
et de l'auteur que je suis, et j'imagine du lecteur qui va ouvrir ce livre après moi. Mais si je devais en mettre un ou deux comme ça en exergue, bah, je mettrais probablement celui de ce thérapeute à Brest qui avoue avoir été violé à l'âge de 5 ans. On s'est trouvé beaucoup d'affinités, aussi par rapport à un rite qu'il a évoqué, celui de l'enfouissement, qui m'a parlé au cœur, et on va probablement tous les deux vivre ce rituel ensemble avec un groupe, celui de l'enfouissement, cette mort symbolique qui consiste vraiment à être enseveli sous la terre, de respirer comme on peut, soit avec un tuba, soit en laissant le nez à l'extérieur. On fait ça en binôme, il y en a donc un qui est à l'extérieur et un qui est enterré, et puis on change les rôles. Et ça m'a vraiment profondément parlé. J'écrirai probablement là-dessus parce que je trouve que c'est aussi une allégeance à la terre qu'on a tellement martyrisée, de retourner en elle pour renaître par elle. Voilà, donc il s'appelle Pierre-Yves Crégnoux. Il exerce en énergétique chinoise à Brest, et il est encore très jeune, je crois qu'il a 36 ans. Il promet, il est un champion des arts martiaux aussi, il a façonné son corps et m'a inspiré beaucoup de respect. Mais Yann Lemonnier aussi, mais Frédéric Le Moulec, etc. Enfin, Jean-Yves Quatrin, enfin non, ce sont des hommes bouleversants. J'aime l'humilité, donc j'ai plutôt évidemment fait le choix de présenter des hommes forts et très très humbles. Quant aux résultats qu'ils ont enregistrés, je pense que l'humilité parle beaucoup plus au cœur. Donc je n'ai pas trop répondu à ta question, Loïc, mais mon livre est la réponse et les choix que j'ai faits, voilà. Et depuis, tu évoques tous ces hommes, puisque le livre est sorti il y a 1 an à peu près, je crois, oui, si je me trompe pas. C'est ça, ouais. Est-ce que ces hommes, ces 14 hommes, depuis tu as eu des nouvelles? Est-ce qu'il y a eu des choses pour eux qui se sont passées? Est-ce que tu sais? Alors, il y en a dont je reste très très proche, donc j'ai des nouvelles très très régulièrement. D'autres moins, donc je pourrais pas répondre pour tous. Mais il y a un lien qui s'est établi et qu'il suffit de réactiver, quoi, par un mail, par un coup de téléphone. Donc je ne connais pas la situation de tous mes enfants là, mais il y en a certains qui sont au contact, quoi. Soit parce qu'ils sont en train de préparer un livre et qu'ils ont besoin de mon soutien, étant un peu plus ancien dans le domaine qu'eux, ou bien parce qu'on a fait des ateliers ensemble par la suite. Enfin bon, le lien est vivant. Et au-delà du lien, est-ce que le fait qu'il se soit ouvert à toi, de partager, comme on disait tout à l'heure, des choses qu'ils n'avaient pas forcément partagées avant, est-ce que pour eux ça a eu aussi un effet transformateur? Je crois que oui, sur un certain nombre de cas, le livre a entamé quelque chose pour eux. Soit parce qu'ils se sont décidés à écrire, ils ont vu que leur témoignage, qui était recueilli sur 20, 30 pages, ils pouvaient en faire quelque chose de plus conséquent. Ça a été aussi une forme d'incitation, mon livre, par rapport au livre qu'ils portaient en eux. Ça a été un encouragement. Donc là, j'ai joué, je pense, un rôle de coach, d'accompagnateur, de facilitateur, etc. Puis il y en a d'autres qui ont affronté un peu les conséquences des aveux qu'ils avaient osés avec moi, puisque ensuite le livre a été lu par les familles, etc. Et là, des conversations qui n'avaient jamais eu lieu se sont fait jour. Donc
Non, non, je crois que pour eux comme pour moi, le livre a marqué un moment de dépassement, de croissance. Et est-ce que tu as eu des retours aussi d'autres hommes, par contre, des hommes qui ont lu ce livre? Est-ce que tu as eu des retours, si ça a inspiré, si ça a marqué, bougé? Alors oui, oui, parce que je suis très présent sur les réseaux, donc c'est assez facile de me trouver par Facebook, Instagram, Twitter, etc. Donc on peut m'atteindre très simplement. Et j'ai eu beaucoup de retours de gens qui avaient entendu parler du livre et qui disaient c'est le livre que j'attendais. Après, j'ai plus de nouvelles, peut-être que le livre ne leur a pas plu. Soit des gens qui avaient lu le livre et qui voulaient partager une émotion. Donc j'ai eu beaucoup de choses, mais la, les moments les plus inspirants, les plus intenses furent les conférences. J'en ai donné beaucoup et j'en ai tout de suite une en tête. C'est à Lorient, à l'invitation d'un couple de libraires exceptionnels qui tiennent la librairie quand les livres s'ouvrent. Chantal et Philippe Dufief qui m'ont invité donc en présence de 3 des hommes bretons de mon livre. Et il y avait plus de 200 personnes dans la salle. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu une salle constituée au moins de 30% d'hommes. Oh. Ce qui n'arrive jamais. Ce qui n'arrive, ouais, j'imagine. Ça me parle. Et au moment du débat, des hommes qui lèvent la main. Des hommes qui se lèvent devant 200 personnes pour témoigner. Et là, je pense que c'est une guérison collective. Un homme qui se lève pour dire « ça ne va pas bien, j'ai pas réussi, je demande de l'aide », c'est un événement. Ça paraît être rien du tout, mais c'est un événement. Ah, moi, ça me met des frissons quand on parle. Donc, ah oui, moi encore. Rien du tout. Et au moment des dédicaces, parce que j'ai toujours des moments de dédicaces qui sont vertigineux, c'est-à-dire, je pense que ça doit arriver aux autres auteurs aussi, mais c'est complètement invraisemblable. La queue se forme. Et parfois, les gens savent, ils peuvent évaluer le temps qu'ils ont à attendre pour se faire signer un bouquin. C'est complètement fou, puisque le livre, au fond, il est là. Qu'est-ce qu'il y a besoin de rajouter un gris-gris? Et on voit très bien à la vitesse où ça va, il y a à peu près un quart d'heure par personne, ben, ça va prendre peut-être 2 heures. C'est une folie. 3 heures. Et quand la personne arrive, elle s'assoit et elle dépose. Et là, il y a beaucoup d'hommes qui arrivent, hein. Tout de suite, le dépôt, on ne s'est pas parlé encore, tout de suite, le dépôt de l'incident le plus grave de l'existence. C'est complètement dingue. Donc, ils viennent pas vous dire, vous êtes beau, vous avez bien parlé, votre livre me paraît magnifique. Non, ils viennent tout de suite. On a autorisé la parole, un peu ce que je te disais sur la mort. Ouais. On a autorisé la parole et tout de suite, on y va, quoi. L'occasion est tellement merveilleuse, on dépose. Donc, je crois, Loïc, et c'est ce que tu fais, et on est tous les deux là en face de l'autre parce qu'on travaille ensemble. Il y a nécessité pour que ce monde aille mieux de faire en sorte que les hommes déposent le fardeau, mais à grande échelle. Et je ne sais pas quel moyen il faut trouver, un livre, un film, etc. Pour l'instant, je crois que c'est très embryonnaire. Hein. On ne peut pas se le cacher, c'est quand même peut-être 0,2% des hommes qui commencent à se dire tiens, peut-être qu'on pourrait essayer de changer quelque chose en nous. Mais cette société ne peut se survivre à elle-même que si une petite majorité d'hommes se dégage, qui acceptent de dire on n'est pas au niveau de nos responsabilités. En tant que père, en tant que fils, en tant qu'époux, compagnon, en tant que salarié, en tant que chef d'entreprise, en tant que etc., on n'est pas au niveau. On est insuffisant. Et ce monde ne va pas bien parce que nous n'arrivons pas à être au niveau où nous devrions être. Non pas comme salariés, mais comme êtres humains. Et pour ça, il faut commencer
par un aveu. C'est ce que tu disais, hein. Il faut commencer à dire, il faut commencer à mettre le genou à terre. Oui, j'entends. Et j'entends finalement que, d'une certaine façon, t'as ouvert un espace d'autorisation, quoi. C'est assez incroyable que ça se soit fait à travers une conférence et une dédicace, mais comme quoi, des fois, il suffit de choses simples. Et tu sais, Loïc, j'ai été aussi très inspiré par un ethnologue, sociologue suisse qui s'appelle Bernard Creta et qui considérait, comme beaucoup d'entre nous, que la mort était devenue un sujet tabou et qui s'est dit comment autoriser mes contemporains à parler à nouveau de la mort. Alors, on va choisir un endroit laïque par excellence. On va pas faire ça dans une synagogue, une église ou même un cabinet de psychanalyse. On prend l'endroit le plus neutre qui soit, le bistrot. On crée les cafés de la mort. Tu imagines? Et ce type recevait 200 personnes avec je l'ai rencontré, hein, avec une espèce de force chamanique. Je sais pas d'où il sortait, une espèce paysanne, de force paysanne. Il recueillait les larmes, les rires, les envolées de tous ces gens venus parler enfin de leur angoisse de mort, de la perte d'un être cher, etc., etc. Mais ça a fait un bien considérable. Il est mort aujourd'hui, il a laissé une empreinte de lumière dans ce monde. Donc il faudrait faire, non pas les cafés mortels, mais les cafés masculins, je sais pas, il faut trouver un endroit où tout le monde arrive, tous les hommes arrivent pour déposer. Les cercles en sont peut-être un des moyens, en tout cas. Oui. Et par curiosité, est-ce que tu as eu des retours de femmes? J'imagine que tu en as eu, mais quels ont été peut-être les retours de témoignages de ah oui, de leur lecture? Bah, beaucoup de femmes qui ont dit je vais l'offrir à mon compagnon. Et entre sous-entendus, oui. J'arrive pas à le faire bouger, j'arrive pas à l'aider. Peut-être que ces exemples vont l'aider. Donc, des femmes aussi lors de conférences qui disaient, quand elles ont entendu un homme parler, pendant le débat, un homme se lever pour dire quelque chose comme ça de l'ordre de « je n'y arrive pas », qui ont été bouleversées, qui attendaient cette parole, qui ne l'avaient pas entendue nulle part, parce que l'homme doit être, doit se présenter avec son armure, et tomber l'armure, c'est quelque chose qui paraît être la fin du masculin, et à mon avis, c'est le début du masculin, de ce masculin qu'on appelle, hein, élargi, accompli. Donc oui, beaucoup de femmes sont venues témoigner dans les séances de dédicaces, par les messages reçus, etc. Ouais, c'était très très touchant. Ça me parle ce que tu dis sur les témoignages. J'ai un peu la même chose sur mes cercles d'hommes où de temps en temps j'ai des femmes qui me disent je vais t'envoyer mon homme. Mais comment justement peut-être il peut avoir une autorisation sans, comment dire, comment les femmes peuvent-elles autoriser sans presser, quoi, parce que je pense que ça ne fonctionne pas généralement dans ces cas-là, je crois. Oui, tu as raison, c'est pas simple. C'est pas simple, on peut pas forcer de l'extérieur. Fendre l'armure, il faut arriver à faire en sorte qu'un homme soit touché, que la flèche le touche. Mais sous la carapace, il y en a une autre, et il y en a une autre. Ce sont des poupées gigognes de carapace, de protection. Ça paraît. Toi et moi, on est probablement des masculins optimistes parce qu'on a réussi à se transformer un peu. Donc on voit bien que c'est possible. Mais en même temps, dans la réalité âpre du monde, on peut baisser les bras, on peut se dire de toute façon ce monde va à sa perte tranquillement et avec une espèce de confiance, quoi. On y va vers le précipice. C'est plutôt l'idée que je me fais de la suite de l'aventure, hein, que la possibilité de nous changer par rapport à ce qu'il y a de résistance ne permettra pas la transformation.
transformation globale qu'on attend. Hein. Déjà, il y a cette question quand même qui est très douloureuse. À la tête des États, à la tête des entreprises, partout, sont ces hommes qui ont très peu travaillé sur eux-mêmes, qui annoncent vouloir changer le monde à chaque élection et qui ont qu'est-ce qu'ils ont fait vraiment en eux-mêmes, dans leur intériorité pour se transformer. Donc, ces hommes détiennent le pouvoir encore à 90%, je pense, hein, sur cette planète. Comment est-ce qu'on peut espérer voir un changement si ces hommes eux-mêmes n'acceptent pas l'idée d'un changement en eux-mêmes? Donc, c'est pour ça que je te dis, c'est un cercle vicieux. En même temps, je pense que le peu qu'on a à faire, il faut le faire sans se poser la question de la fin. Moi, je crois qu'il y a une suite après la mort. Moi, j'attends beaucoup ma mort. Je suis très, très, très curieux de savoir ce qui va se passer après. Donc, il faut pas se poser la question effectivement, d'un rendement, d'un résultat. Il faut faire les choses. Inspirer, puis on verra bien. Voilà. Et là, à travers tes mots et aussi à la fin du livre, tu évoques, tu dis que cet ouvrage t'a remué et transformé. Quelle part de toi tu as découvert à travers cette aventure? Je crois que j'ai réévalué l'image de mon père. J'ai réinvesti la relation à mon fils autrement. Je fais plus attention aux hommes que je croise dans la rue. J'ai plus de compassion pour eux. Et donc tout ça, forcément, m'a modifié. C'est drôle déjà, je te confie cette anecdote, mais quand j'étais allé rencontrer les guérisseuses, il y en a une qui travaillait en binôme avec un prêtre orthodoxe, le père Michael, qui est à Grand-Bois, dans le Luberon. Et le père Michael, son don, c'est de libérer les âmes. Alors on peut appeler ça prêtre exorciste, mais en réalité, l'exorcisme, il le pratique très peu souvent. En réalité, il est là pour faire ce qu'on ne fait plus dans la modernité, c'est libérer ces âmes qui ont tendance, quand la vie s'est terminée de façon brutale et accidentelle, il semblerait que beaucoup de morts ne savent pas qu'ils sont morts et continuent à traîner dans les parages des vivants. Et le travail qu'on a à faire, c'est pour eux. Le travail du deuil, c'est pour eux. C'est un travail qu'on fait pour eux et qu'on ne fait plus. Et donc, beaucoup de vivants sont parasités, vampirisés par leur mort. Et donc, j'avais, sur le conseil de cette guérisseuse, appelé ce prêtre. Et au téléphone, il m'a demandé qu'est-ce que je souhaitais faire, etc. Et j'ai dit que cette guérisseuse m'avait demandé de venir pour ma mère qui s'est donné la mort et qu'on allait travailler pour ma mère, pour libérer ma mère. Et donc, je me suis rendu à ce rendez-vous un peu inquiet. À quoi pouvait donc ressembler un prêtre exorciste? En réalité, l'homme était tout à fait bienveillant, avec un petit accent du midi, délicieux. La séance a duré 4 heures, mais quand je me suis assis devant lui, avec la photo de ma maman, il m'avait demandé d'apporter une photo de ma maman qu'on allait poser sur l'autel pour faire le travail. Il m'a dit, il ne me connaissait pas, hein. Il me voyait pour la première fois, et il me dit, Jean-Philippe, vous vous êtes trompé sur votre père. Et intérieurement, je me suis dit tout de suite, mais de quoi il se mêle? C'était trop violent. Il faut être prêt à ce genre de paroles, hein. Et effectivement, le travail qu'on a fait sur ma mère, une séance absolument incroyable que je raconte dans ce précédent bouquin, a modifié déjà la relation à mon père. Voilà, Loïc. Et j'avais une petite question par curiosité. Je me souviens t'écouter sur le podcast Métamorphose que j'aime beaucoup. Et tu l'as évoqué dans certains de tes mots auparavant. Est-ce que c'est justement, comme tu parlais des cercles d'hommes tout à l'heure, est-ce que c'est quelque chose vers lequel tu t'es osé te tourner?
Les cercles d'hommes? Mhm. Oui, oui, j'en ai fait beaucoup là pour ce livre. Ouais, j'ai participé à différents formats, différentes formules. Il y en a qui m'ont pas beaucoup plu parce que on y retrouvait un peu toute la lourdeur des hommes. Mhm. On n'échappait pas à leurs problèmes de sexualité, leurs problèmes de pouvoir, leurs problèmes de couple. Enfin, c'était assez misérable. Et je me suis pas mal emmerdé. Et puis d'autres, au contraire, qui rassemblaient des hommes qui étaient en travail, en chemin, et qui partageaient au fond un peu comme les pèlerins de Compostelle qui s'échangent des infos, des adresses, etc. On avait affaire à des hommes qui s'entraidaient dans le travail. Et ça, c'était quelque chose d'incontestable dans la Mhm. puissance thérapeutique du dispositif. Là, j'ai vraiment adoré. Et en plus, quand je te parle d'un groupe qui était présidé par une femme. Ah. Mhm. Incroyable. Une femme qui était là pour toutes les femmes et qui animait un cercle d'hommes. J'ai trouvé ça complètement fou. Déjà de sa part d'avoir osé, et puis nous, d'avoir accepté finalement qu'une femme soit là un peu. Alors, quel rôle elle avait pour nous, gardienne, je sais pas. En tous les cas, elle faisait ça admirablement bien. Et il y avait à chaque séance des pleurs, une compassion des uns envers les autres absolument merveilleuse. Mhm. Les hommes sont vraiment capables de bonté, de compassion, de grandeur d'âme. Ces hommes-là étaient d'une beauté incomparable. Là, on tombe amoureux de ces hommes. Ils sont d'une Mhm. force magnifique. Voilà, donc ça existe. Tu les as rencontrés, tu en es probablement l'un d'eux. Euh, il faut ensuite témoigner dans le monde que rien n'est inéluctable, hein, on peut redresser les choses. Il n'y a pas de fatalité. Oui, ça me parle. Et on approche bientôt de la fin. Hum, Toi, aujourd'hui, comment tu te sens avec ta vulnérabilité? À te rendre vulnérable. Ouais, ouais, bah vraiment, je me sens comme jamais je me suis senti. Euh, je fais le plus beau métier du monde, c'est écrire des livres. J'ai quitté Paris et il faut beaucoup de courage, de force pour créer quelque chose qui est tellement attractif. Hein, ça retient. Il y a les cercles d'amis, il y a le monde professionnel. Enfin, toutes les bonnes raisons de ne pas partir sont là. Donc, il faut beaucoup de force pour réussir à quitter. Et on a réussi à quitter avec ma compagne. Et on est arrivé dans une maison où règne un silence qui est chaque jour pour moi un événement. C'est comme une eau. Enfin, tu vois, je me sens porté comme on l'est dans l'eau. Tu vois, quand on se baigne, je suis porté par le silence. C'est vertigineux. Et je crois que ce silence m'aurait beaucoup inquiété il y a 20 ans. J'aurais été un peu apeuré. J'aurais appelé à l'aide, de l'aide. J'aurais cherché de l'aide auprès des amis. J'aurais essayé d'organiser des rencontres, etc. Et là, parce que ça va mieux en moi, parce que je suis plus apaisé, je peux me laisser porter par ce silence sans m'angoisser. Et du coup, le travail est bien meilleur. Euh, L'attention au monde est bien meilleure. L'attention à moi est bien meilleure. Voilà, donc je crois qu'à force de réparer, et j'ai beaucoup réparé mes morts aussi, comme tu l'as compris, hein, grâce à ces guérisseuses. J'ai fait un travail incroyable sur des personnes décédées dont je ne savais pas qu'elles étaient en souffrance. Hum. Et je crois que ça m'a beaucoup guéri aussi, de porter secours à ceux qui étaient partis. Ça, c'est peut-être, tu vois, Loïc, quelque chose sur lequel tu dois insister et sur lequel nous devons insister, c'est que le soin qu'on porte à soi-même passe par le soin qu'on porte à des morts. Alors, beaucoup vont se heurter à cette réalité. Les morts sont morts. Je n'ai jamais pensé que les morts étaient morts. Et dans la grande communauté que nous formons, une espèce d'archipel, il faut considérer que les îles sont constituées par des vivants et des morts et que tout le monde interagit avec tout le monde. Oui, ça me connecte au transgénérationnel, aux constellations familiales. Voilà, ouais. Une autre façon d'en parler, ouais, bien sûr. Hum.
Et, et est-ce que tu as fait le cercle des guérisseuses, tu as fait l'éloge de la vulnérabilité des hommes, est-ce que un futur projet, ça pourrait être d'une certaine façon parce qu'on est là aussi pour retrouver une relation entre les hommes et les femmes, est-ce que ça pourrait être un futur projet à travers une œuvre, de rassembler des témoignages où il y aurait un fil aussi conducteur? Alors, ouais, ça serait une bonne idée. Pour l'instant, c'est pas dans mes objectifs prochains, là. Sauf que, avec ma compagne, on parle de faire un livre ensemble. Elle écrit pas de livre, hein, donc ce serait moi qui l'écrirais, mais l'enquête serait menée par tous les deux. Donc, un livre de couple, d'une certaine façon, à propos de recherches qui nous sont communes. Elle est originaire d'Amérique latine. Elle est issue des traditions amérindiennes vivantes. C'est un petit peu la différence qu'on a, nous, ici, c'est qu'on a beaucoup de traditions qui sont mortes, qu'on essaie de faire revivre, alors que là-bas, ils ont vraiment des cérémonies, l'ayahuasca, les champignons, les cactus, etc. Ce sont des cérémonies qui n'ont jamais été interrompues. Et ça donne, je le vois bien sur elle, ça donne quelque chose que moi j'appréhende par l'intellect et qu'elle vit dans ses cellules, dans son ventre. C'est très impressionnant. Donc, il y a un projet dans ce sens. Ben écoute, on suivra ça avec intérêt. Moi qui ai vécu 3 ans en Amérique latine, ça me parle. Ah. Et bien on arrive à la fin de cet entretien. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, que tu aies un mot, quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas évoqué, que tu aurais envie de partager ici et maintenant? Je voulais juste par curiosité savoir si toi tu avais écrit des livres ou si tu imaginais en écrire. Eh bien, écoute, non, je n'ai pas écrit de livre, mais qui sait, un jour, pourquoi pas. L'idée est passée quelques fois, donc on verra, mais peut-être que effectivement ça se produira un jour, pourquoi pas. Ça pourrait être une belle expérience. Oui, en tous les cas, oui, il faut dissocier le livre qu'on écrit et le livre qu'on publie. Le livre qu'on écrit a de toute façon un pouvoir sur nous-mêmes très très grand, de mise en ordre et de bâton de sourcier. L'écriture, c'est vraiment quelque chose qui fort comme ça, qui cherche loin, en profondeur. Donc l'écriture est merveilleuse pour ça. Ça me parle puisque j'ai pu avoir l'occasion d'écrire pour des formations comme une mini-biographie, donc de revenir sur ces étapes de vie, d'écrire, de sortir les choses de soi. Ouais. C'est aussi, ça a un côté aussi thérapeutique. Oui. Et je sais que ça peut être un outil pour les hommes, une invitation à écrire. Absolument. Ouais. Ouais. Eh bien, Jean-Philippe, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce temps. On rappelle que l'éloge de la vulnérabilité des hommes est disponible dans toutes les bonnes librairies, je crois. Avec ce sous-titre d'ailleurs qu'on n'a pas évoqué, mais du masculin blessé au masculin sacré. Et puis écoute, merci encore pour ton temps, pour nous avoir parlé de ton livre, de toi et de ces hommes. Et je te souhaite une belle journée. Merci Loïc de ton invitation et pareil, sois heureux dans ton chemin. Merci beaucoup. À bientôt Jean-Philippe. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous ainsi qu'à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner une note sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous avez des suggestions, des remarques ou encore des idées d'invités, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site domahome.fr ou encore sur Instagram, domahome podcast tout attaché. À bientôt pour un nouvel épisode.